Bonjour à tous. Merci de votre présence. Alors je vais vous parler d'un ouvrage d'Alain Testart que je considère comme son plus important, ce qui n'est pas facile parce qu'ils me plaisent tous, et qui reste mon préféré pour les sciences sociales, essais d'épistémologie. Bon, initialement paru en 1991 et réédité en 2021. Mais je ne vais pas essayer de résumer ce livre qui est à la fois simple et néanmoins complexe et qui est très riche de thèmes variés et donc notamment dans sa complexe, notamment dans sa structure plus que dans son écriture, qui est, elle, limpide et percutante. Mais je vais juste en évoquer certains points en vous donnant quelques raisons, selon moi, de le lire ou le relire, en gardant aussi à l'esprit que le colloque s'adressait de manière première dans l'idée de départ à des jeunes gens, à des lycéens. Et donc j'ai voulu faire assez simple, au risque de faire trop simple pour les savants, pour les spécialistes. Alain Testart était un chercheur iconoclaste, c'est-à-dire qui remettait en question, enfin un iconoclaste qui remet en question les traditions et le passé, autrement dit, un chercheur surprenant et créatif. En réalité, il était surtout un véritable révolutionnaire, c'est-à-dire un authentique chercheur, même un trouveur scientifique. La révolution ici n'étant pas tant une destruction que l'émergence d'un monde nouveau, perspective finalement proche de la conception shivaïste indienne où Shiva, l'un des trois démiurges créant ou gouvernant le monde avec Brahma et Vishnu, est vu comme le dieu destructeur, certes, mais surtout créateur d'un renouveau nécessaire et inéluctable, comme la naissance après la mort. Alors, pourquoi est-ce révolutionnaire? Parce qu'Alain Testart remettait systématiquement en cause les idées établies et finalement les stéréotypes les plus acceptés comme autant de vérités dogmatiques, parfois novatrices en leur temps, et cependant dépassées ou éventuellement erronées. Or, chercher à remettre les choses soi-disant immuables dans une autre perspective, au risque de se tromper, parfois en jouant l'avocat du diable, parfois en aboutissant à un véritable progrès, à une avancée significative, même si bouleversante, de la connaissance universelle, de ce que l'on appelle le savoir scientifique en général, et la base même de la science et de la recherche, j'y arriverai pas, en un seul mot, hein, la recherche. Ce faisant, Alain fait ce qu'ont fait des milliers de découvreurs avant lui, c'est-à-dire qu'il utilise son esprit critique pour dire et tenter de démontrer. Et si l'on s'était trompé jusqu'ici? C'est ce qu'ont fait avant lui, par exemple, Copernic ou Galilée. Alors, pour la démonstration, il usait d'abord de la logique, de sa logique implacable de mathématicien de haute volée qu'il était. Il utilisait également les énormes ressources documentaires de la littérature scientifique, notamment ethnographique et anthropologique, de l'histoire et de la préhistoire. Et il les employait dans une perspective comparative au fondement même de la recherche scientifique, comme le rappelaient André-Georges Audricourt et Louis Hédin en 1943. Nous voulons également dire quelques mots de la méthode qui nous a permis d'apercevoir un certain nombre de lois de grande importance en étudiant l'ensemble de phénomènes qui, pris isolément, ne comportent pas de signification. Elle a été décrite par contre comme propre à la biologie sous le nom de méthode comparative. Les archéologues l'appliquent lorsqu'ils constituent leur série. Elle consiste essentiellement à considérer des ensembles en vue d'y reconnaître des groupes possédant une cohérence particulière. Le plus souvent, chacun de ces ensembles constitue un fait statique global, posant par lui-même un problème dont la solution a généralement un caractère d'évidence. À la lumière de l'explication qui découle de l'examen des ensembles, il est possible de saisir la solution que pose chaque cas isolément. Bien des faits biologiques semblaient particuliers et contingents parce qu'ils sont déterminés par une foule de causes élémentaires avant qu'on ait réussi à s'élever à la considération d'ensembles statistiques. C'est par hasard que c'est ainsi, disait-on.
La réunion d'un grand nombre de faits isolés permet d'éliminer de telles explications. Enfin, la méthode des ensembles a permis de reconnaître l'homologie de certaines séries et d'éclairer, parfois même de prévoir, l'inconnu en lui assignant une place parmi le connu, ce qui est le but même de la recherche scientifique. Testard précise, dans son essai d'épistémologie, page 147, « On ne peut espérer trouver de lois sociologiques générales qu'en s'enfonçant dans les particularismes. Je dis bien, dit-il, les particularismes au pluriel, ce qui suppose un travail comparatiste, lequel est par définition pluriel et suppose donc qu'on ne s'enferme pas dans le cercle étroit d'un cas particulier qui représenterait le seul horizon de la recherche. » Alain Testard a publié beaucoup de livres et d'articles et sur beaucoup de sujets. Ingénieur de formation, il usait toujours d'une langue limpide, accessible, le style affilé comme un rasoir, les phrases courtes, attentif à se faire comprendre, reprenant souvent une même idée importante de 3 façons différentes et donnant fréquemment des exemples imagés afin d'aider l'entendement du lecteur. Dans ses conférences aussi, il veillait toujours à se mettre à la portée de son auditoire, à utiliser des mots simples et à définir les termes techniques irréductibles pour que n'importe quelle personne puisse le suivre et sa démonstration, sans condescendance aucune envers quiconque, et en particulier les moins savants et les jeunes. À la différence de la plupart des autres chercheurs, Testard abordait tous ces thèmes différents en les reliant systématiquement, autant que possible, car il prenait chaque chose dans une perspective globale, autrement dit holistique, où tout est relié à tout, et dans la continuité, la continuité de la pensée d'Antoine Lavoisier, XVIIIe siècle, qui est un agronome, botaniste, philosophe, mathématicien, père de la chimie moderne. Alors, le blog Extramédia, blog vidéo, parce qu'il faut que je cite la source, écrit « Mais Lavoisier ne peut réellement le prouver. Avec des mesures très précises, il le démontrera plusieurs fois à propos d'une loi. Pour Lavoisier, bien que la matière change d'état dans une réaction chimique, la quantité de matière reste identique du début jusqu'à la fin de la réaction. C'est la base de la loi de conservation de la masse. C'est exactement ce qui se passe avec les propositions, hypothèses, axiomes ou théorèmes proposés par Testard dans son œuvre. Cette approche globale fut aussi celle de Fernand Braudel en histoire ou celle de Louis Dumont dans son décryptage anthropologique du système des castes en Inde. Le but véritable de Testard n'était pas tant de découvrir tel ou tel mystère ou aspect de l'univers ou de l'humanité, en dépit de l'intérêt propre d'une telle avancée des connaissances. Son but principal est perceptible en son ensemble dans son champ du signe, le monumental ouvrage posthume Principes de sociologie générale, qui est paru en 2021 au CNRS, enfin pour le tome 1, grâce à Valérie Lécrivain et Marc Joly, qui devait être avec nous mais qui n'a pas pu. Il est aussi partout présent, cet esprit, à divers degrés, dans l'œuvre entière d'Alain Testard. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de mettre en évidence l'existence très probable, pour Testard, de lois anthropologiques ou sociologiques universelles, qui, selon lui, ne manquent pas d'exister. Des lois qui sont censées ne pas exister et qu'il a pourtant commencé de mettre à jour, en proposant lui-même plusieurs, par exemple dans son ouvrage Des dons et des dieux en 1993 ou dans son article de 2002 avec Valérie Lécrivain et Nicolas Govorov sur les prestations matrimoniales. Depuis près de 2 siècles, dit Alain, que le mot sociologie a été inventé. Un savoir considérable a été accumulé sur les cultures les plus diverses et les sociétés les plus anciennes. Or, de sciences du social, nous n'apercevons pas une bribe, pas un seul principe général, pas la moindre proposition théorique minimale sur laquelle tomberaient d'accord tous ceux qui étudient le social. Rien n'est acquis sinon la certitude de l'échec des disciplines en sciences sociales à se constituer en sciences. C'est dans l'essai, page 7. On dit souvent que les sciences sociales ont affaire à des faits uniques. Les historiens font remarquer qu'un événement historique ne se produit qu'une seule fois. Les ethnologues sont frappés par le caractère singulier des cultures qu'ils découvrent, prétendent ainsi
montraient le caractère très spécial des sciences dites humaines. Ils ne se sont guère avisés que la première grande synthèse théorique en physique, la théorie newtonienne de la gravitation, a été avancée pour rendre compte du mouvement de la Lune, de Vénus, de toutes les planètes qui sont des êtres tellement uniques qu'on les distingue par des noms propres. J'ai écouté Alain Testard et j'ai moi-même récemment proposé en 2019, dans Au seuil de la forêt, l'ouvrage d'hommage à Philippe Descola que j'ai co-dirigé, une telle loi anthropologique universelle, enfin c'est une hypothèse, portant sur les conditions d'apparition des conservateurs culturels dans les sociétés humaines. Une proposition certainement pionnière, inspirée par les encouragements et éclairages d'Alain Testard, notamment dans son essai d'épistémologie. Pourtant, officiellement, c'est-à-dire selon les idées reçues, il n'existerait aucune loi sociologique universelle, il ne pourrait en exister. C'est un dogme. Et un dogme qu'Alain Testard a battu en brèche très tôt avec la publication de son essai. Ce livre ressemble à un tableau d'un maître novateur qui dérange, bouscule et invente, remettant en cause le dogme et l'ordre établi. Un peu ce que représente le chef-d'œuvre de Manet, Le déjeuner sur l'herbe. Quel dogme est-il mis à bas, que je dois à Luc Jalot? Quelle est la révolution proposée? Quel scandale dénoncé? Ce qu'Alain Testard nommait le grand préjugé qu'il fallait réduire. Comme il le dit dans son essai, page 8, à côté des sciences dites dures, il y en a d'autres que la politesse empêche d'appeler molles, mais que l'on ne peut s'empêcher de tenir comme des sciences au rabais. Et en fait, pour résumer son propos, il n'existe pas de sciences sociales, ce que l'on appelle aussi les humanités. Autrement dit, il n'existe pas plus de sciences dures qu'il n'existe de sciences molles. Il s'agit toujours de sciences, c'est-à-dire de différentes approches complémentaires de la compréhension de l'univers, humanité incluse. Mais surtout, les sciences dites sociales recèlent potentiellement des lois universelles, exactement comme la physique ou la chimie. L'univers physique est peuplé d'êtres uniques tout autant que l'univers social. La science consiste toujours en un discours général tenu à propos d'êtres uniques, envisagés dans leur généralité, toujours dans l'essai. Mais alors, rétorquera-t-on, pourquoi n'en a-t-on pas trouvé encore de telles lois si elles existent bien? Si on en a trouvé en anthropologie, en sociologie, c'est qu'il n'y en a tout simplement pas. Or, à cela, Testard répond en évoquant une évidence, une tautologie presque, en prenant l'exemple de la physique, figure charismatique s'il en est des sciences dites dures. Il rappelle en effet que la célèbre physique, au temps de Newton, n'avait guère de loi générale à proposer, car à cette époque, au XVIIe siècle, la physique était en sa jeunesse, sinon en sa genèse. Très exactement là, en fait, où se trouve l'anthropologie aujourd'hui, discipline très jeune, née à l'aube du XXe siècle, et encore plus sûrement sur le plan théorique et méthodologique après la Seconde Guerre mondiale, en fait, c'est-à-dire hier, et qui, en raison même de son immaturité, n'a pas encore eu le temps de mettre au jour les lois potentiellement existantes. Exactement dans le cas de figure de la physique, au moment où Newton propose sa loi de la gravitation, considérée comme la première loi vraiment universelle, puisque concernant à la fois la Terre, le ciel et les astres. La recommandation de Testard est donc d'avoir de l'indulgence pour l'anthropologie, à qui il faut laisser du temps pour se construire théoriquement. Et surtout, il faut chercher de telles lois qui, selon lui, ne manquent pas d'exister en anthropologie, en sociologie, et vraisemblablement dans toutes les sciences dites humaines. À ce jour, seule la psychologie sociale semble avoir déjà commencé de faire émerger de telles lois avec les propositions de Gustave Le Bon, médecin, anthropologue, psychologue social et sociologue français, génial précurseur, résumé dans un extraordinaire et très moderne petit livre concernant la psychologie des foules, et spécialement sa loi psychologique de l'unité mentale d'une foule, paru en 1895, devenu le livre de chevet, sinon la Bible, des publicitaires et des communicants depuis sa parution, avec des formules, sinon des lois apparemment efficaces en ce domaine. Testard précise, page 148 de son essai, quand même, en donnant des exemples précis, que les lois générales des sciences sociales ne peuvent avoir la même forme que les lois générales de la physique parce que le statut du particulier est différent. Une loi physique s'exprime en principe par la formule y égale fonction de x, que l'on peut écrire plus généralement petite y, grand R, petit x, laquelle se traduit exactement par « il y a toujours la même relation grand R entre les deux variables x et y ». Il ajoute
page 149, nous pouvons très bien imaginer des lois sociologiques générales de la forme X grand R Y, par exemple qu'il existe un certain rapport, toujours le même, qu'il s'agisse d'une relation de causalité, d'un rapport logique ou d'une homologie de structure entre la forme de la famille et la structure de la pensée religieuse. Idée qu'il a reprise sous forme de loi probable dans des dons et des dieux, que j'ai cités, en proposant qu'à une forme de religion donnée correspond toujours une forme d'organisation sociale précise, et vice-versa. Et il donne pour exemple qu'à une religion, par exemple à sacrifice, correspond une société hiérarchisée. Ce qui semble juste, pour ma part, après une vie de recherche, de lecture et d'observation dans les sociétés de ce type. Mais Testard précise néanmoins que les lois générales de la physique, celles de la sociologie, ou anthropologie ou histoire, ne peuvent être générales en même temps. Toute loi générale l'est de ce qu'elle s'applique à tous les cas particuliers, mais les lois de la physique ont déjà prévu en toute généralité tous les particuliers possibles, non seulement dans le temps de leur énonciation, mais avant même de poser les problèmes auxquels elles sont censées répondre. Dans la loi sociologique, aucune généralité ne permet d'engendrer toutes les figures particulières. C'est de Alain, ça. Alors, plus loin, Alain dit, il en résulte que chaque cas particulier doit faire l'objet d'une élucidation spéciale. Il faut spécifier dans chaque cas comment la loi générale s'applique, et j'aimerais parler, dit-il à ce propos, de généralité spécifiable. Dans son essai, il va donc proposer un regard critique sur les sciences dites dures, telles la physique ou l'optique ou encore l'hydraulique, qu'il connaissait bien en tant qu'ingénieur, en les comparant entre elles et également aux sciences dites humaines. Il insiste aussi dans l'essai sur le relativisme de la dureté affirmée de ces sciences partagées entre celles qui sont fondamentales et celles qui sont appliquées. Ces dernières n'ont pas forcément pour objectif principal de trouver des lois générales, mais plutôt des champs d'application en elles-mêmes ou pour celles relevant de la recherche fondamentale. Et ceci alors que de nombreuses disciplines des sciences sociales ou humaines sont essentiellement théoriques et relèvent absolument de la recherche fondamentale et non de l'appliquée, telle que l'anthropologie sociale. Testard nous rappelle de la sorte qu'il faut être prudent avec ces distinctions manichéennes, simplistes entre sciences dures et sciences humaines ou molles, sans tenir compte d'abord et avant tout des nuances qu'elles entretiennent au sein de leur propre sphère. Ainsi, toutes les sciences sont humaines. Et les sciences dites humaines sont en réalité des sciences aussi dures ou aussi molles que les autres, évidemment, doit-on ajouter, si, et seulement si, elles sont bien pratiquées, exactement comme dans les sciences dites dures. On peut sans doute conserver l'appellation sciences sociales ou humaines en tant que terme générique, pratique, pour désigner globalement celles qui ont un rapport direct avec l'humanité individuelle ou globale, comme la paléoanthropologie, l'anthropologie, la psychologie ou la psychologie sociale, et avec les sociétés humaines organisées comme l'archéologie ou l'ethnologie. Mais étant donné que quelle que soit la science ou discipline considérée, c'est toujours le regard de l'homme posé sur un aspect de l'univers, toutes les sciences sont en réalité des sciences humaines au sens de sciences du regard porté par l'homme sur l'univers et sur lui-même. Ce qui inclut donc l'homme lui-même et d'un point de vue particulier, spécifique à chaque fois. C'est ce que Testard développe plus particulièrement en son chapitre 2 de la part physique de l'homme, en quel sens les sciences physiques sont aussi des sciences humaines dans son essai. Il dit, par exemple, page 59, « Si l'homme peut faire un jour la théorie du social, c'est parce qu'il est social, exactement pour la même raison qu'il a pu faire la théorie de la physique, parce qu'il est physique. » Et il dit plus loin, page 61, « Aucune science ne peut prétendre au monopole de l'homme. Chacune a son mot à dire. Aucune science n'a le monopole de l'homme, car celui-ci se situe au carrefour de toutes. » Il ajoute, « Toutes les différences que l'on évoque entre les sciences physiques et les sciences sociales proviennent seulement de ce que l'on croit que les premières étudient le monde physique sans l'homme, tandis que les secondes étudieraient l'action de l'homme dans un milieu social. Mais aussitôt que l'on définit dans les mêmes termes ces deux types de sciences comme l'étude de mondes différents, dans chacun desquels l'homme nécessairement agit parce qu'il y participe, aussitôt toutes les différences s'évanouissent. Alain Testard précise que l'anthropologie est pertinente en insistant sur le fait qu'elle est une science globale, totalisante, et que, je cite, « Rien ne serait plus extravagant que l'idée même d'une anthropologie, d'une science ou d'un discours logos, qui serait la science de l'homme, anthropos. Non seulement elle inclut la psychologie,
selon Lévi-Strauss, mais elle inclut aussi la médecine et même la physique, puisque l'homme est part de l'univers, qu'il faut tenir compte aussi du poids de l'être humain susceptible de tomber aussi banalement qu'un astre, et l'astronomie, car l'homme est sur la Terre et que celle-ci tourne. Testa reprend l'assertion de François Laplantine dans Clé pour l'anthropologie, paru en 1987, qui dit que l'anthropologie, c'est le tout de l'homme, l'étude de l'homme tout entier dans toutes les sociétés, sous toutes les latitudes, dans tous ses états, à toutes les époques, en soulignant le tout à chaque fois. Testa précise que biologistes, paléontologues, anthropologues, physiques et tous ceux qui étudient l'homme en tant qu'espèce animale particulière ont aussi des choses intéressantes à dire, mais ils ne le font que de leur point de vue en fonction de concepts et problématiques propres comme le code génétique, l'adaptation, l'évolution. Et si leurs remarques permettent de situer dans la discipline biologique le point d'ancrage de concepts développés par d'autres disciplines, ils n'en font pas pour autant de la sociologie, ni ils ne se situent sur le même plan d'étude que l'anthropologie sociale. Donc, en valeur absolue et si bien maîtrisée, chaque science, chaque regard spécifique porté sur un même objet d'étude, l'univers ou un fragment de celui-ci, vaudrait les autres, et l'univers ou ce fragment d'univers considéré, l'humanité incluse, pourrait être appréhendé globalement par la juxtaposition harmonieuse de plusieurs, sinon toutes les sciences, comme autant de points de vue différents couvrant toutes les faces, tous les aspects, tous les volumes d'un même objet d'étude. Audricourt, toujours lui, disait ainsi à ce propos en 1987 dans Les Pieds sur Terre, écrit avec Pascal Diby, autobiographie. Ce qui caractérise une science, c'est avant tout le point de vue plutôt que l'objet. Prenons une table. Elle peut être étudiée du point de vue mathématique. C'est un parallélépipède aplati. Du point de vue physique, c'est un objet solide qui résiste à l'écrasement. Du point de vue chimique, c'est un composé de carbone susceptible de combustion. Du point de vue biologique, c'est un tissu de bois formé par les anciens vaisseaux conducteurs de la sève, des grands végétaux. Et du point de vue des sciences humaines, c'est un objet autour duquel l'homme s'assied pour manger ou travailler. Les sciences humaines ne sont ni juxtaposables ni hiérarchisables. Elles doivent concourir dans un rapport de réciprocité à l'étude d'un objet, ensemble des activités humaines dont toutes les composantes sont solidaires. Page 156 de Les Pieds sur Terre. On pourrait extrapoler ce propos au-delà des seules sciences humaines, en l'élargissant à toutes les disciplines scientifiques et donc à tout l'univers, et pas seulement à l'homme en société, c'est-à-dire à tout objet de recherche scientifique, quelle que soit la discipline et la méthode utilisée. Testa précise même, en prenant l'exemple des différences entre sciences physiques et sciences naturelles, ou entre les différences entre l'approche structuraliste aussi et l'approche historique des sociétés bien connues dans le débat anthropologique des idées en sciences humaines, notamment je vais faire référence au chapitre 1 de Anthropologie structurale, Anthropologie contre l'histoire, enfin chapitre 1 ou 2, je ne me rappelle plus bien, souvent séparés entre sciences théoriques ou expérimentales, comme l'hydraulique, et sciences concrètes ou d'observation, comme l'hydrographie. Mais Testa explique plus loin dans son essai, affirmant encore affinant ce que dit Audricourt à propos du point de vue, qu'aucune science ne peut être définie par sa méthode, qui n'est pas la même chose que le point de vue. La méthode, dans la mesure où elle doit être adaptée à l'objet, dépend de lui. Deux démarches donc, dit-il dans son essai, au sein de chaque camp épistémologique, caractérisées par des abstractions différentes que l'on pourrait être tenté de situer au moyen de l'opposition aristotélicienne entre puissance et acte, ou sur le modèle de l'opposition entre le corps pur de la chimie et le minéral de la minéralogie. Il n'y a pas de raison de penser qu'on ne puisse la retrouver également dans les sciences sociales, ni même plus généralement dans tous les champs épistémologiques possibles. Nous avons affaire, avec cet essai d'épistémologie, à un ouvrage étonnant, unique, en opposition totale avec le sens commun, tout à fait révolutionnaire en ce sens, proposant une rupture
traumatisante, mais riche de promesses et de découvertes futures aux jeunes chercheurs des générations actuelles et prochaines, comme autant de pistes formidables, nous ouvrant un immense horizon nouveau à explorer, ce à quoi il nous engage, il les encourage, après avoir reconnu lui-même ces terres vierges en simple éclaireur, mais quel éclaireur éclairé! Selon moi, il y a un avant et un après l'essai d'épistémologie qui ouvre une ère nouvelle, annonçant aussi l'existence probable de nombreuses lois sociologiques, de théorèmes anthropologiques possibles qui restent à trouver et exhumer. Il s'agit vraiment d'une révolution. Et c'est pour cela que je considère ce livre comme l'un des plus importants ouvrages scientifiques, anthropologiques, philosophiques et épistémologiques des 50 dernières années, sinon du XXe siècle entier, dans la perspective de ma discipline tout au moins. À présent, à nous de jouer. Je vous remercie.